D'abord, ces mouvements, ces crises-là, là, il y en avait un peu partout en Occident, il ne faut pas oublier. C'était une période où les villes brûlaient, littéralement. Chicago, Los Angeles, aux États-Unis. C'est la période où, pas simplement en France, mais en Belgique, en Allemagne, partout, il y avait des mouvements où il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'étudiants qui sont descendus dans les rues. C'est le Bill 63, 85, McGill français. Donc, il y avait beaucoup d'ébullition qui étaient à la marge de la légalité continuellement des forces de police qui n'étaient pas habituées à ce genre de choses-là. Alors, le Québec perdait sa virginité politique. On n'aurait jamais pensé à ça. D'abord, on a appris l'enlèvement de James Cross, qui était un choc. C'était quelque chose de tout à fait inattendu. On ne savait pas trop à qui nous avions affaire. On savait que c'était le FLQ, mais qu'est-ce qu'était le FLQ? C'était loin d'être très clair. D'abord, ce qu'on ne savait pas, c'est l'importance de la crise. Il y en a combien de ces cellules-là? Il y a combien de personnes impliquées dans ce réseau du FLQ? Est-ce que c'est par milliers? Est-ce que c'est... bon, là, nous qui n'étions pas dans le secret des dieux, on n'était pas la gendarmerie, on n'était pas la GRC ou la police, la sûreté. On n'avait pas beaucoup d'informations. C'était quelque chose de nouveau avec lequel il fallait se battre et considérer. Alors, évidemment que c'était un peu la panique. Dès cette époque, j'étais fermement opposé à toute négociation sur les conditions que nous faisait le FLQ pour relâcher M. Cross. On nous demandait des lingots d'or, on nous demandait de libérer ce qu'ils appelaient 25 prévenus politiques, c'est-à-dire 25 de leurs membres qui avaient été condamnés par les tribunaux pour des meurtres, pour des attentats de toutes sortes, pour des vols de banques, de caisses populaires. En d'autres mots, ils nous demandaient de balayer tout ce que le système judiciaire avait accompli pour réprimer ce mouvement de violence qu'était le FLQ depuis 1963. Je comprends qu'ils avaient droit à leurs idées politiques. C'est pas moi qui allais leur critiquer. Ils avaient droit de présenter ce qu'ils voulaient, mais pas en faisant usage de violence, en mettant la légitimité des lois en cause. Je ne pouvais pas. Donc, j'étais opposé. J'ai été surpris durant la semaine quand j'ai appris que Radio-Canada, sur la menace du FLQ, remarquez ce que je vous dis, et avec l'autorisation des autorités fédérales, permis la diffusion du manifeste du FLQ. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets, qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Peu de temps après, là, on a appris que c'était Pierre Laporte qui venait d'être enlevé. Et là, c'était plus sérieux. Encore, personne nous visait là, directement. C'était clair que c'était une attaque contre l'autorité de l'État. Personnellement, je ne m'attendais pas que Pierre Laporte pourrait être la victime des felkistes. Parce que c'est lui qui était recherché, c'était Bourassa.
mais il était en voyage. Il n'était pas présent au Québec à ce moment-là. Alors, ils ont viré de bord, puis ils ont pensé à d'autres choses. Alors, ils passent devant la résidence de Pierre Laporte, puis ils l'aperçoivent en train de jouer au football avec son petit-fils. Pourquoi Pierre Laporte plutôt qu'un autre? Bien, l'occasion était belle pour eux. Il était dehors, hein, puis un geste rapide, puis le tour était joué. Alors, mais est-ce que ça avait été pensé? Ça, je ne sais pas. C'était un dur coup. D'abord, on n'a pas vu venir ça. Deuxièmement, on n'était pas préparé à ça. On ne vit pas dans un état de type policier avec des centrales de renseignement, etc. Troisièmement, on est une toute jeune équipe, jeune en âge moyen et jeune en solidarité. On ne se connaît pas suffisamment. Et la crise d'octobre nous arrive, un ministre est enlevé, Pierre Laporte. Plutôt que de rentrer à Québec tout de suite, le Conseil des ministres s'est réuni en cabinet de crise au Reine-Élisabeth, qui n'était pas notre milieu naturel. Et donc, on dormait là, on mangeait là, on discutait là, on rencontrait là les gens. Et c'est là qu'on recevait les rapports du directeur de la Sûreté du Québec, de la Sûreté municipale, de M. Drapeau, de M. Saunier, etc., qui était à la Ville de Montréal. Et c'est sur cette base-là qu'on devait prendre nos décisions. Et on les a prises sur cette base-là. Mais on n'avait pas, je m'en aperçois aujourd'hui, toutes les informations. En tout cas, on ne les percevait pas comme complètes. Sur le moment, on pensait que c'était complet. Il s'était développé, particulièrement autour de l'administration du maire Drapeau à Montréal, toute une théorie au sujet là, de ces groupes terroristes, à l'effet qu'on prenait un otage, si on n'obtenait pas les résultats obtenus avec lui, on le liquidait, puis on en prenait un autre, et si on n'obtenait pas les résultats avec lui, on le liquidait, on ne traînait pas de bagages, on allait en chercher un troisième. Alors là, on nous a dit probablement que dans le moment, M. Cross est en train d'être désintégré dans un bain d'acide en quelque part pour pas qu'il y ait de traces qui restent. À peu près en gros, là, c'est le portrait qu'on nous a donné. Alors vous dites, un instant, là, c'est sérieux, là, cette histoire-là. Alors qu'est-ce qui va arriver de Laporte? Les policiers n'étaient pas préparés pour ça. De l'école de police, ils n'avaient pas préparés pour ça non plus. Alors, toute cette hypothèse était échafaudée, chacun faisait son rapport du mieux qu'il pouvait. Puis, mais ça tournait toujours à rien. Alors qu'on nous soulevait des espoirs constamment, puis qu'un raid était en préparation, puis que, bon, ben, leurs coordonnées leur permettaient de savoir qu'il y avait telle personne à tel endroit, qu'il y avait des armes cachées à tel endroit, puis bon, puis que si le raid était bien monté, puis était fait par surprise, de la façon anticipée, mais qu'il y avait toutes les chances de succès de ramasser les principaux personnages. Ça ne s'est jamais avéré comme ça, jamais. Je me souviens que Jean Marchand, qui était ministre à Ottawa, avait mentionné qu'il y avait probablement une couple de 1000 felkistes dans le nord de Montréal à l'entraînement. Alors vous dites, ça commence à être assez sérieux en effet. Alors, quoi faire? Et il était clair que si c'était ce degré d'organisation et si ces groupes-là procédaient de la façon qu'on nous l'avait donné, si on montrait le moindrement trop de faiblesse et qu'on était prêt à négocier un peu n'importe quoi, ça serait du chantage et on nous engagerait dans on ne savait pas trop quoi. Alors, la nécessité d'une ligne assez ferme est apparue là, de façon claire. Mais malgré tout, il y avait des discussions jusqu'où est-ce qu'on va, jusqu'où est-ce qu'on ne va pas. J'ai jamais été tellement convaincu que la police avait la maîtrise de la situation. Et j'en ai été de plus en plus convaincu lorsque le chef de police de la Ville de Montréal, qui était récemment nommé, c'était un jeune chef, là, à un moment donné, a presque craqué littéralement devant nous. Alors, voyant la situation se dégrader comme ça, à un moment donné, on a fini par dire, voilà ça, écoutez, si vraiment la police s'est dit dépassée,
comme elle l'est, qu'ils ont plus de ressources suffisantes pour faire face à la situation, qu'ils ont fait dormir, je ne sais pas depuis combien de jours, et qu'ils ne croient pas être capables de faire le travail tout seul, bien, il reste quoi? Il reste l'armée. Bon, il reste l'intervention du gouvernement fédéral. La police provinciale, ça a été élevé, ça, pour diriger la parade de la Saint-Jean-Baptiste. T'imagines-tu, Christophe, qu'ils vont trouver des bandits, toi, des tueurs? Fait que j'ai dit, fais appel à la police montée. J'étais parfaitement d'accord. Moi, tous les gars là, qui chialaient à ce moment-là, là, les gens s'étaient inquiets partout. Et puis les gens n'osaient plus sortir de leur propriété. Comme ministre de la Justice, j'avais autorité pour appeler l'armée au secours des autorités civiles. Donc, j'ai signé la lettre demandant à l'armée de venir pour essayer de protéger les édifices publics, essayer de rassurer les gens sur le fait qu'on avait le contrôle de la situation. Et c'est là que M. Bourassa a demandé, et c'est pas moi, c'est lui qui a demandé l'administration de la loi sur les mesures d'urgence. L'arrivée de l'armée, je l'ai appris, j'étais en pleine discussion en chambre du projet de loi ramenant les médecins au travail. En plein milieu de la discussion sur la deuxième lecture, je pense, il y a quelqu'un qui m'a demandé de sortir, qui m'a dit que Bourassa voulait me voir. Alors, je suis allé dans le petit bureau, là, derrière l'Assemblée. Alors, il m'a dit que pendant la nuit, l'armée entrerait et que la loi des mesures de guerre serait invoquée. On avait eu une discussion le dimanche précédent aussi à Montréal sur la question d'arrestation préventive. Ça flottait dans l'air. Et ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y aurait peut-être 125 à 150 personnes qui seraient arrêtées. On m'avait parlé des 2000 felkistes dans le nord de Montréal. Je me disais 150, c'est pas trop pire. D'autant plus qu'on n'avait pas précisé de qui il s'agissait. Et là, la perception qu'on a, c'est qu'il y a peut-être 10-12 personnes là, qui vont se faire mettre le grappin dessus puis qu'on va mettre à l'abri pendant quelques temps. Là. Si c'est le prix à payer pour éviter les assassinats sélectifs dont on nous menaçait, pour tout ça, OK, on y va. On se lève le lendemain matin, on ouvre le journal, il y a 400 personnes qui ont été arrêtées. Il n'y a personne, à mon avis, au Conseil des ministres qui était conscient, qui savait, et qui aurait autorisé l'arrestation de 400 personnes. Pauline Julien et des gens comme ça. Ma mémoire me dit que même Robert Bourassa est en fusil. Parce qu'il a vu des gens qui connaissaient Godin, Pauline Julien, se faire arrêter, puis ils ne voulaient pas ça. C'est pas ça qu'on voulait. Mais on a été, entre guillemets, manipulé par la police. La police, tout agent de police ou agent de la paix, comme on dit, pouvait procéder à l'arrestation d'une personne qui démontrait de la sympathie ou un appui au FLQ. C'était ça le sens du règlement. Eh bien, c'était des listes qui étaient confectionnées par les policiers à partir des dossiers. Maintenant, avec leur appréciation de ce que ces personnes méritaient d'être arrêtées. C'était la leur, c'était pas la mienne. Mais je peux vous dire que les personnes qui ont été arrêtées, puis il y en a beaucoup qui ne méritaient pas, je suis parfaitement d'accord. Comme je le disais, des fois, les dossiers de la police, puis la pensée de la police, c'est un peu pas adapté à une discussion idéologique purement et simplement. Et ils ont pris des gens pour des sympathisants qui n'en étaient pas réellement. On écoutait les nouvelles et j'ai entendu du bruit à côté de la maison. Alors, on regarde par la fenêtre et on découvre qu'il y a plein de policiers chez nos amis. Mon mari et moi, on s'est regardés et on s'est dit, diable, s'ils sont chez les Préjean, ils vont bien nous pendre, nous autres, alors qu'on est militants. Et on ne savait pas ce qui nous attendait. Hein? Et se disant ça,
La porte de la maison, la porte d'entrée a été fracassée par une mitraillette, par un policier de la Gendarmerie royale du Canada qui portait une mitraillette qui était chargée. Et un jeune, il est accompagné d'un jeune policier de la ville d'Aylmer, unilingue anglophone tous les deux, et aussi d'un policier de la Sûreté du Québec que je connaissais. Alors, quand il m'a aperçu, il était assez mal à l'aise. Et le type de la Gendarmerie royale et sa mitraillette me l'a flanqué dans le ventre et il ne voulait pas que je bouge. Et moi, je m'inquiétais parce que j'avais un petit garçon de 4 ans à l'étage et je ne voulais pas qu'il soit réveillé. Mon fils, aujourd'hui, qui a 45 ans, me dit « Je me souviens d'avoir vu apparaître dans ma chambre un policier de la Gendarmerie royale avec une mitraillette. » Imaginez, il a eu peur, hein? Et donc, pendant ce temps-là, l'autre policier a mis sans dessous la maison, fouillant dans nos intimités, dans nos sous-vêtements, dans tout ce que vous voulez. Ça a été l'enfer. On s'est rendu compte qu'il était parti de chez nous avec le drapeau du Québec, la biographie de Charles de Gaulle et le livre des Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallière. On n'a jamais eu d'excuses, on n'a jamais eu d'explications. On n'a jamais rien eu de tout ça. Évidemment, à chaque fois qu'on contestait cette loi des mesures de guerre, on avait l'air de défendre le FLQ. Ça a été très difficile parce qu'on était vraiment très, très mal à l'aise. Avec cette situation-là. D'une part, les gens là, qui nous traitaient de séparatistes et qui n'étaient pas contents de voir notre engagement pour faire du Québec un pays souverain, ils ont sauté sur l'occasion pour essayer de nous associer ou de nous accoler l'image du FLQ, qui, comme on le sait, était un mouvement terroriste, tout simplement, même si ce mouvement-là défendait des objectifs qui visaient la souveraineté du Québec. Et alors, on était comme tiraillés entre l'obligation de montrer notre distance à l'endroit de ce mouvement-là, tout en maintenant notre engagement vis-à-vis de la souveraineté du Québec. Voici un bulletin spécial d'information. C'est maintenant confirmé, le cadavre qui a été découvert derrière la voiture de marque Chevrolet à Saint-Hubert, dans le coffre arrière. Donc, on vient d'annoncer que c'est le cadavre de M. Pierre Laporte, qui était ministre maintenant dans le gouvernement Bourassa, qui a été enlevé samedi dernier, donc maintenant un peu plus d'une semaine, à 6h18 à son domicile. J'étais là le samedi soir, puis là, tout à coup, j'entends par télé ou radio, je ne me rappelle plus, qu'on a trouvé M. Laporte à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert. Et là, M. Bourassa m'appelle et il me dit « Veux-tu aller offrir les condoléances du gouvernement à Mme Laporte? » J'ai dû aller rencontrer Mme Laporte puis lui exprimer nos sympathies puis nos regrets devant ce qui s'était produit. Et naturellement, étant donné ma position dans tout ce débat, je ne sais pas que je me condamnais moi-même, mais je sentais le poids de la responsabilité, sans le regretter. Naturellement, quand ils ont découvert le corps de Pierre, j'ai regardé ça, j'ai vu ça à la télévision comme tout le monde. Et puis là, Robert m'appelle, ça fait que, il dit qu'on convoque le caucus pour demain soir à 6 h. On a fait le tour de la province, on a appelé tous les députés. Et le soir, il y avait un caucus. Puis avant de descendre pour aller voir Pierre, qui était exposé, ça fait que j'ai dit au gars, j'espère que vous aurez le courage que lui aurait s'il était ici à notre place. Et puis là ça a été... tout le monde était d'accord et ça a été l'unité parfaite.
autour de Robert, puis tout ça. Là. Ça a été l'unité complète et je suis fier d'avoir réussi ça. Mais on avait perdu un maudit bonhomme. L'arrivée de l'armée au Québec, la disparition de Pierre Laporte, le fait que James Cross était encore détenu, on ne savait pas s'il était détenu ou s'il était disparu, ça a créé un climat extrêmement négatif. Et pendant cette période-là, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça signifiait, toute cette crise-là, et quelles leçons devait-on en tirer? Et évidemment, il y avait des tenants de la ligne dure, mon collègue Jérôme Choquette, par exemple, et quelques autres. Et il y avait des gens qui, comme moi, croyaient que c'est vrai qu'on ne pouvait pas laisser faire il fallait garder le contrôle sur la situation, mais en même temps, il fallait essayer de comprendre un peu mieux pourquoi tout ça et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Vous savez, parfois l'autorité doit s'imposer. Pas juste par la conviction, mais parfois par des mesures qui paraissent un peu draconiennes, peut-être qui dépassent la mesure, mais c'est une question de jugement. Dans le feu de l'action, on exerce son jugement comme on peut. C'est pour ça que moi, j'ai abondé dans le sens des mesures, malgré que j'étais parfaitement conscient du danger des abus de pouvoir. Puis d'ailleurs, il y en a eu. On a fait ce qu'on a pu, naturellement. On a fait peut-être des erreurs en chemin. On a peut-être fait des coches mal taillées. Peut-être que la loi des mesures réelles n'était pas essentielle, mais quand même, elle a tranquillisé beaucoup les choses. La loi des mesures de guerre, qui est une tâche sur la démocratie québécoise et canadienne, je pense qu'il est indélébile. Il ne faudrait jamais qu'on oublie ça. Il y a des gens qui ont oublié qu'en 1970, les droits et libertés ont été carrément mises de côté dans un pays qui se dit démocratique. On a mis en prison, sans détail, sans rien, sans accusation ni rien, on a mis 400 personnes en prison en pleine nuit, comme si on était en pleine guerre.